J'ai le grand plaisir maintenant, et c'est pour ça que j'ai pris toutes mes notes, de pouvoir vous proposer quelque chose de rare. On a dit que la NDRH, c'était le lieu du débat, le lieu de la professionnalisation, le lieu où on vient chercher des repères, des éléments pour avancer dans sa pratique professionnelle, et puis un lieu de recul, puisque justement, il est indépendant. Et nous avons l'immense chance aujourd'hui d'avoir 2 experts. Alors moi, j'ai eu l'immense chance d'avoir en plus l'occasion d'échanger avec eux avant pour préparer ce débat. Alors en fait, en réalité, nous ne serons pas 2, nous ne serons pas 3, nous serons 4. Nous serons 4 sur mes slides, Thibaut. Nous serons 4 puisque nous allons avoir avec nous Raymond Soubi, vous n'avez rien vu. Raymond Soubi, Pierre Ferracci et donc une invitée mystère. Alors pourquoi nous aurons aujourd'hui Raymond Soubi et Pierre Ferracci que je vais vous présenter, qui sont au premier rang et que je vais inviter à monter parmi nous. D'abord parce que finalement, quand on cherche 2 experts du social, avec un grand E, on ne trouve que Raymond Soubi et Pierre Ferracci. Avec une particularité pour chacun des 2, et j'ai eu l'opportunité de m'appesantir sur leur parcours, d'avoir à la fois 2 experts du social et 2 experts du social entrepreneurs, puisque l'un et l'autre ont monté des entreprises et donc sont à la fois convaincus de la nécessité du social, mais aussi de la nécessité de l'entreprise dans le corps social, plus généralement de la France. Et donc ils ont bâti tous les 2 belles réussites, un qui s'appelle le groupe Alpha, pour Pierre Ferracci, et un qui s'appelle le groupe Arfilia, qui comprend les marques Alexio, Tadeo, vous connaissez, qui est donc Raymond Soubi. Ce sont aussi 2 passionnés. Alors Jean-Paul Charlès vous l'a dit au départ, passionnés par la musique. Je parle pour Raymond Soubi notamment, et passionné par, on va dire, le sport collectif, en l'occurrence pour Pierre Ferracci. Ce sont aussi 2 personnalités évidemment hors normes, et qui incarnent aussi la diversité de la France, puisque ce ne sont pas des Parisiens d'origine, mais nous avons affaire à un Corse qui le revendique, Pierre Ferracci, et un Bordelais d'origine, en l'occurrence Raymond Soubi. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais leur demander de bien vouloir me rejoindre sur cette scène. Merci. Alors, messieurs, je vais aussi prendre le plaisir de m'asseoir et de reprendre un peu les propos que nous avons eus ensemble pendant la préparation de cet entretien, où je vous demandais simplement, alors, que faut-il penser de ces réformes ? Vous qui avez un regard particulièrement aigu, que faut-il en penser ? Et surtout, que faut-il penser de ces nouvelles réformes, puisque finalement, vous avez été à la manœuvre notamment vous, Monsieur Soubi, des réformes précédentes, puisque chacun sait que Raymond Soubi a été conseiller social, alors de Premier ministre, Jacques Chirac notamment, mais plus récemment du président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, et que vous avez été à la manœuvre sur des réformes fondamentales dont vous allez pouvoir nous parler. Et donc la question que j'avais envie de vous poser au départ, c'est finalement ces réformes nouvelles, en quoi sont-elles nouvelles et en quoi s'inscrivent-elles ou pas dans des réformes précédentes ? C'est à moi que vous posez la question. Par exemple. Bon, d'abord je dirais que ces réformes sont très importantes, mais que ce n'est pas le premier jour de la création du monde. Je veux dire par là qu'il y a eu beaucoup de réformes importantes qui ont été menées depuis 10 ans ou depuis 15 ans. Il y en a eu 15, 17, 20, je ne sais plus d'ailleurs quel est le nombre exact. Pour ne citer qu'une, elle est en face de moi, enfin, pas la réforme, mais la personne qui l'a portée, qui est Myriam El Khomri, bon, qui a fait un travail formidable sur ce sujet, qui a eu la difficulté d'être en fin de quinquennat, et non pas en début de quinquennat, ce qui n'était pas facile. Mais beaucoup des thèmes qui sont évoqués aujourd'hui, en réalité, ont été évoqués au moment de l'élaboration, de la préparation et du vote de la loi El Khomri, pour ne citer que ce seul exemple. Pas seulement parce que Myriam El Khomri est dans la salle, mais parce que je pense que c'est vrai. Donc, il y a eu des réformes avant, beaucoup de réformes, depuis, pour remonter très très loin, mais par exemple tout ce qui est le développement de la négociation d'entreprise, ce qui concerne les règles de la représentativité, très importante, en 2008, ce qui est les possibilités de dérogation, qui étaient déjà dans un texte, si je me souviens bien, de 2004, les mesures de la loi Rebsamen. Enfin, il y a eu toute une série de sujets qui font que
on est comme dans un escalier dans lequel, marche après marche, s'élaborent des règles. Là, simplement, en effet, d'un seul coup, il y a beaucoup de sujets qui sont modifiés. Globalement, on le dira tout à l'heure, pour moi, dans le bon sens. Donc la marche est plus haute dans cet escalier que les marches antérieures, mais il ne faut pas non plus oublier les marches antérieures. Alors Pierre Ferracchi, vous me disiez finalement, il y a beaucoup de continuité entre les deux épisodes précédents, particulièrement le quinquennat, j'ai tout noté, hein, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et pour vous, là, il y aurait finalement un changement, alors on va dire de paradigme, de méthode. Où est-ce que vous voyez le changement ? Il m'arrive d'être souvent d'accord avec Raymond Soubi. De temps en temps, on a quelques nuances dans l'appréciation du sujet. Moi, je pense qu'il y a une rupture quand même dans ce que fait Emmanuel Macron, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. J'espère qu'il y aura une rupture globale, c'est-à-dire autant sur la première mi-temps qui concerne plus globalement la flexibilité pour les entreprises, que sur la seconde qui portera un peu plus sur les éléments de sécurité pour les salariés, puisque le président de la République a annoncé qu'il allait s'inspirer du modèle scandinave et qu'il allait faire une flexi-sécurité à la française. Enfin, c'est le terme qu'a repris Muriel Pénicaud et que rappelait tout à l'heure sa directrice adjointe. Je pense qu'il y a une rupture parce qu'il va beaucoup plus loin sur les deux terrains. Enfin, en tout cas, il est allé beaucoup plus loin sur le premier terrain. J'espère qu'il ira aussi loin sur le second. Et moi, je suis assez adepte d'ailleurs de ce modèle qu'on l'appelle scandinave, même si le terme de flexi-sécurité ne me convient pas beaucoup. Bon, il y avait des éléments dans la loi précédente, dit loi travail, de Myriam El Khomri. J'en profite pour saluer d'ailleurs son courage dans la conduite de cette réforme, parce qu'elle n'a pas été beaucoup aidée. Et quand je dis qu'elle n'a pas été beaucoup aidée, je ne pense pas forcément à ceux qui s'opposaient à sa loi, mais à ceux qui guidaient cette réforme au plus haut niveau gouvernemental. Je pense que la méthode n'était pas la bonne, mais ce n'est pas tout à fait de sa faute. Et j'aurais préféré qu'on s'inspire notamment du travail de la commission Combrexel, non pas parce que j'y participais, mais parce que sur le terrain de la méthode, il y avait des enseignements qu'il fallait utiliser pour la conduite d'une réforme extrêmement difficile. Et on aurait évité d'avoir autant de manifestations intempestives. Donc je reviens à Emmanuel Macron et au gouvernement actuel. Moi, je pense qu'on va beaucoup plus loin. Et le choix qui a été fait par le président de la République, c'est de dire que les salariés vont beaucoup bouger parce que les entreprises se transforment vite, radicalement, pour des raisons à la fois stratégiques, la transition numérique, la transition énergétique, tout ce qu'on veut, la mondialisation. Il faut donner beaucoup plus de sécurité aux salariés. Et c'est pour ça que moi, je ne jugerai l'ensemble de cette réforme que quand on aura la fin de la deuxième mi-temps, en espérant qu'il n'y ait pas de prolongation qui permette de corriger ce qui n'a pas été fait pendant les deux premières. Tout ça doit former un tout. Et ce que j'attends également, je pense que le président de la République l'a très légèrement évoqué dans son allocution d'il y a 15 jours, là, le dimanche soir, c'est de savoir si on va vraiment s'inspirer de ce modèle scandinave, qui ressemble un peu au modèle allemand d'ailleurs quelque part, et qui a une particularité qui va au-delà de la flexibilité ou de la sécurité, de la flexi-sécurité, c'est qu'il associe davantage dans la gouvernance des entreprises les représentants des salariés, les organisations syndicales, à la conduite des affaires. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas simplement de la répartition plus équitable des richesses, on annonce quelque chose sur l'intéressement et la participation, on se préoccupe également d'associer les représentants des salariés et les organisations syndicales à la construction, à la production de ces richesses. Non pas en leur demandant de co-gérer l'entreprise, ça c'est un fantasme qui n'existe nulle part dans ces pays-là, mais en parlant de codétermination ou de codécision. Moi je pense qu'il est temps de faire un choix, je ne suis pas un amoureux du modèle scandinave ou du modèle allemand, mais je me méfie beaucoup d'être toujours entre deux eaux, de vouloir toujours adapter à la culture française, à l'histoire française, à la mémoire française, les modèles d'à côté. On a parfois toutes les chances de prendre le plus mauvais des deux modèles que de prendre sa quintessence. Donc je pense qu'il y a deux modèles aujourd'hui structurants en matière de relations sociales, deux modèles sociaux. Il y en a un qui est de nature plus anglo-saxonne, il y en a un autre qui est de nature, appelons-le scandinave. Je pense qu'ils sont tous les deux efficaces quand il s'agit de faire baisser le taux de chômage, mais à des prix pour la collectivité, pour les individus qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et que ce sont de véritables choix de société. Et qu'il est temps que, pas seulement la France, mais que l'Europe choisisse un petit peu une des voies. C'est un vrai débat de société, donc ce sont aux citoyens de choisir, et pas simplement aux salariés ou aux représentants des entreprises.
Mais il est temps d'aller vers ça, parce qu'autrement, on ne donnera pas la lisibilité et l'efficacité qu'il faut à la réforme et aux réformes qui sont en cours. Mais je voudrais revenir sur le choix de la méthode, parce que vous avez eu à mener des réformes en disant, en fonction du sujet et en fonction du moment, on peut parler d'ordonnance, on peut parler de conférence sociale, on peut parler de négociation. On voit que le modèle adopté pour la première partie de la transformation, ce sont des ordonnances, qu'a priori, ce n'est pas forcément le même qui sera utilisé pour la deuxième partie. Comment est-ce que vous analysez ce choix et cette implication des partenaires sociaux, ce modèle de réforme, actuellement par rapport au choix que vous avez eu, vous, à faire, notamment sur les retraites à l'époque? Oui, d'abord, sur le passé, je dirais qu'il y a un modèle, dont Claire Scoton a d'ailleurs parlé tout à l'heure, pour la formation, qui est le modèle de la loi Larcher. Je rappelle qu'il y a une loi qui, à l'issue de l'histoire du CPE, a été votée et qui prévoit que lorsqu'un gouvernement veut élaborer un projet de loi sur la réforme du droit du travail et de la formation professionnelle, il est tenu de déposer un document d'orientation et de demander aux partenaires sociaux, syndicats et patronats s'ils veulent négocier ou non. Donc ce que Claire Scoton nous a dit sur la formation, c'est pas une décision, c'est qu'il y est tenu. C'est la formule normale aujourd'hui, à moins de changer la loi de janvier 2007. Ce que je crois aussi, pour répondre plus directement à votre question sur la méthode, c'est que le fond inspire la méthode. Moi, ce qui me semble, vu d'ailleurs, c'est que sur la partie des ordonnances du travail, au fond, le président de la République et le gouvernement savaient assez bien où ils allaient. D'abord parce qu'ils y avaient travaillé, ou que leurs proches collaborateurs y avaient travaillé, qu'en plus il y avait eu les débats récents autour de la loi El Khomri dans lesquels ces sujets avaient été évoqués. Donc les acteurs connaissaient les sujets, avaient déjà discuté dans leurs organisations et entre eux, et au fond, pardon, ce n'est pas minorer le mérite, mais qui est une question de courage politique, mais sur le fond et le contenu, on savait. Alors que sur les réformes qui sont maintenant devant nous, à savoir la formation et surtout la réforme de l'assurance chômage, je pense qu'on ne sait pas. Alors sur la formation, on sait à peu près au niveau des principes, mais entre les principes et les réalités, il y a les tuyaux, il y a les acteurs, il y a les régions, il y a les branches, il y a les OPCA, il y a toute une série d'animaux aux noms bizarres. Ça, on ne sait pas trop comment ces animaux vont être parqués dans le zoo. Et dans l'assurance chômage, c'est encore beaucoup plus net, puisque vous avez plusieurs réformes dans une réforme. L'extension aux indépendants du régime chômage, qui est pour l'instant le régime des salariés. Bon, petit détail qui paie. Alors, dans un premier temps, on pensait que ce seraient les indépendants, forcément. Bon, mais malheureusement, les salariés, ils ne paient plus, puisqu'on vient de supprimer les cotisations chômage. Donc, on ne va pas demander aux uns de payer, alors qu'on vient de supprimer les cotisations. Donc, en clair, ce n'est pas clair. Je crois... Attendez, je vais quand même répondre à votre question, hein, si vous me laissez 15 secondes. Donc, en clair, ce n'est pas clair. Donc, sur la méthode, je réponds quand même à votre question. Sur les ordonnances, le président de la République, il voulait aller très vite. De là, l'idée des ordonnances. Il voulait même aller plus vite encore qu'il n'est allé. Donc il a desserré le calendrier pour laisser un espace sympathique à la concertation à travers les 50 groupes de travail qui ont été réunis. Très bien. Bon. Mais là, pour la formation et pour l'assurance chômage, au fond, il n'applique pas exactement le même modèle, puisque sur la formation, il respecte la loi Larcher. Ce qu'a dit Claire Scoton, c'est la loi Larcher, c'est-à-dire le gouvernement va faire un document d'orientation et ensuite les partenaires sociaux négocient. Et pour l'assurance chômage, où c'est encore plus incertain, y compris sur la procédure, on va d'abord se réunir dans une grande conférence fin novembre pour discuter de la procédure. Donc, en fait, là, le gouvernement lâche du lest sur la procédure, avec une petite question que je me pose dans mon esprit. Supposer que l'accord sur la formation ne soit pas à la hauteur des ambitions du document d'orientation,
Qu'est-ce que fait le gouvernement dans son projet de loi? Il reprend l'accord tel qu'il a été signé ou il le modifie, ce qui n'est quand même pas sympathique pour les partenaires sociaux. Donc je pense, en une phrase, cette fois-ci, que le président de la République et le gouvernement ne sont pas culturellement d'abord dans un schéma de démocratie sociale dans lequel les partenaires sociaux, discutant entre eux, arrivent à des réformes. Ils pensent que c'est d'abord l'État, donc lui, qui arrive à des réformes. D'ailleurs, il n'a pas tort. Bon, voir ce qui s'est passé. Mais comme il sent bien qu'il faut quand même que les acteurs, il leur donne un certain rôle. Mais savoir, en définitive, c'est pour ça que ce sera très intéressant pour votre 80e anniversaire, pour savoir ce qui va se passer après, franchement, je n'en sais rien. Disons qu'avant, il y avait quand même une très grande confiance dans le dialogue social. La réforme passait d'abord par le dialogue social. Ça avait du bon, ça avait du mauvais. C'était pas suffisant, ça allait pas assez vite. Là, on est dans l'entre-deux. Je vois Pierre Ferracci qui n'est pas du tout d'accord. Alors, notamment sur ce côté... Non, il y a des choses que je partage, mais pas tout. Sur le côté, alors est-ce que le gouvernement avait une idée très claire sur la première partie et finalement plus floue ou moins évidente sur cette deuxième partie, sur la formation? Je pense qu'il y voit tout aussi clair sur la deuxième que sur la première, ou pas du tout clair sur la deuxième si on considère qu'il ne voit pas clair sur la première. Je pense qu'il a une vision d'ensemble qui est assez claire. Après, il y a un problème de méthode qui, mon cher ami, peut s'expliquer assez facilement. La flexibilité pour les entreprises, c'est quand même difficile à avaler pour les organisations syndicales. Donc on le passe vite et bien. Et puis comme on l'a annoncé dans son programme, il vaut mieux le passer en juillet-août avec une concertation dont je reconnais que tout le monde reconnaît qu'elle a été plutôt de qualité. Mais enfin, ordonnance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ordonne. Bon, il y a eu des 49.3 par le passé qui ont été aussi rapides et pas plus concertés d'ailleurs, où même le Parlement n'a pas eu l'occasion de discuter de grand-chose. Et ça remontait très très loin et quelques mois en arrière. Mais les ordonnances, ça a une symbolique forte. Parfois, ça fait passer des bonnes choses. La 5e semaine de congé payé, je crois, est passée par ordonnance, donc ce n'est pas toujours synonyme de choses négatives pour les salariés, mais il fallait aller vite et fort. Sur la formation et sur l'assurance chômage, d'une part, on va discuter d'enjeux perçus plus positivement par les salariés et par les syndicats. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'on est dans un système de gestion paritaire, dans les deux cas. Moi, je pense, l'analyse que je fais est un peu différente, je pense que le président de la République y voit clair. Je crois qu'il a envie de syndicats forts et de dialogue social de qualité, mais là où je rejoins Raymond Soubi, c'est qu'il ne croit pas que les partenaires sociaux, dans leur configuration actuelle, soient capables de mener ensemble, de façon cohérente, les réformes dont a besoin le pays. Alors on partage ou on ne partage pas cet avis, mais c'est évident qu'il y a, de ce point de vue-là, un changement de cap par rapport à François Hollande ou même à Nicolas Sarkozy. Donc il est d'accord pour les mettre au centre du village, mais à condition de tracer la route, en tout cas une bonne partie de la route qui lui semble nécessaire aujourd'hui, en les écoutant, en amendant éventuellement le projet. Il a fait d'ailleurs dans la concertation du mois d'août et du mois de juillet, il le fera sans doute davantage encore sur la formation et l'assurance chômage, mais il considère que le pouvoir politique doit prendre la main. Bon, finalement, il fait ce qui a été fait en Allemagne avec les lois Hartz. On oublie souvent, on parle de la démocratie sociale allemande, mais on oublie souvent que la principale réforme du marché du travail en Allemagne, c'était le pouvoir politique, en l'occurrence Gerhard Schröder, qui reprenait la main, parce que les partenaires sociaux, aussi puissants soient-ils en Allemagne, et qui sont moins divisés que chez nous. Il ne faut pas oublier que quand on parle des modèles scandinaves et allemands, il y a une confédération syndicale d'un côté, et que le patronat est moins désorganisé de l'autre. Nous, on en a 5 représentatifs, 8 même, si on ajoute l'UNSA, Solidaire, la FSU dans le secteur public. Donc Nicolas Sarkozy, avec Raymond Soubi, qui avait défini les nouvelles règles de représentativité, n'a visiblement pas été assez loin, puisqu'on est resté avec les 5, et même avec les 8. Il aurait peut-être fallu mettre la barre de la représentativité un petit peu plus haut. Bon, ça, c'est un enjeu... On ne cherchait pas l'homicide. C'est un enjeu pour les organisations syndicales. Je pense que dans la configuration actuelle, qui va être très rude pour eux, il y a un véritable besoin de changement. Il ne faut pas que les syndicats oublient, et je pense qu'ils ne l'oublient pas, qu'Emmanuel Macron a en tête ce qui s'est passé sur le plan politique. Il s'est passé quoi sur le plan politique ? Il y a 2 acteurs clés, avec des offres politiques tout à fait différentes, Mélenchon d'un côté et Macron de l'autre, qui ont foutu en l'air le système classique. Le Parti socialiste, les Républicains, les Verts, le PC, c'était déjà un petit peu fait. Les citoyens sont aussi des salariés.
Moi, je pense que si les organisations syndicales ne bougent pas aujourd'hui, il peut y avoir, je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais le même tsunami que sur le plan politique. Emmanuel Macron le sait, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, s'il veut aller vite, il se dit à tort ou à raison qu'il doit non pas se passer d'eux, mais faire une concertation de qualité, leur donner des orientations pour les négociations qui soient assez claires. Mais si ça ne bouge pas suffisamment, il est capable de mettre en cause le paritarisme, je le pense. Il ne le fera pas parce que je pense que les partenaires sociaux ont compris le message, mais il est capable de tracer sa voie comme il a fait sur les ordonnances. C'est pour ça que moi je n'oppose pas la première et la deuxième mi-temps. Et je pense par ailleurs que sur ce plan-là, il faut lui faire un peu crédit. Quand il parle de flexi-sécurité, il a vraiment en tête de donner les éléments de sécurité au moins de la même façon qu'il a donné les éléments de flexibilité aux entreprises. Et que pour lui, tout ça doit faire quelque chose de cohérent. Après, on verra à l'arrivée, on verra en fonction des copies. Le pari qu'il fait pour prolonger notre discussion, c'est que, Marie-Claire Coton l'a dit tout à l'heure, il fait confiance aux partenaires sociaux pour jouer avec les nouvelles règles. C'est un pari risqué. Moi, je dis que c'est un pari risqué parce que le déséquilibre dans les entreprises, je m'adresse à un public de DRH, donc il y a des choses qui peuvent être perçues différemment, mais le déséquilibre dans les entreprises entre les employeurs et les représentants des salariés est aujourd'hui fort, et notamment dans les petites et les moyennes entreprises, un peu moins dans les grandes. Donc faire jouer avec ces nouvelles règles, il faut être attentif au fait que ce n'est pas aussi évident que ça. Pour négocier, il faut être deux. Si le rapport de force est trop déséquilibré, la négociation tournera assez vite au choix de l'employeur, en oubliant un petit peu les préoccupations des salariés. Donc c'est un pari qui vaut la peine d'être tenté. Moi, je pense que la négociation d'entreprise a beaucoup de sens et devrait avoir beaucoup plus de sens qu'elle en a eu jusqu'à présent, tout en gardant l'équilibre avec les branches qui me paraît aujourd'hui à peu près satisfaisant. Mais il faut que les acteurs soient de qualité. Et pour que les acteurs soient de qualité, il a été évoqué quelques sujets tout à l'heure, il y a une construction à faire et qui prendra, à mon avis, un certain temps. Il y a aussi, de la part des organisations syndicales, clairement une refondation, un adjournament à faire de leur côté qui n'est pas non plus aussi facile que ça. Alors justement, parlons des acteurs. Merci pour cette belle transition. Dans le paysage récent, et vous avez fait référence aux résultats de la... Tout le monde est là. Vous avez fait référence aux résultats de la présidentielle. On a l'impression qu'il y a un acteur un peu nouveau sur le terrain des luttes sociales, puisqu'on a des calendriers de manifestations qui se succèdent avec des dates différentes, qui serait la France insoumise. Alors finalement, dans ce nouvel environnement, d'abord, est-ce qu'il est nouveau? Et comment est-ce que vous interprétez ou vous décryptez cette émergence de la France insoumise dans le débat social? Monsouli. Oui, d'abord, je crois que la place de la France insoumise tient à la faiblesse, je ne dirais pas de la France soumise, enfin de tous les autres partis politiques. Car quand vous regardez rapidement et sans malveillance de ma part la scène politique, vous voyez qu'à gauche il y a des petits bouts, bon, qui bougent plus ou moins, mais qui bougent. Bon, qu'à droite il y a des bouts plus ou moins gros qui bougent aussi. Bon. Et donc en fait, la France insoumise est aujourd'hui la seule force politique constituée. D'ailleurs, il y a des sondages. Notamment, il y a un sondage qui a demandé aux Français, il y a 15 jours, quelle est la principale force d'opposition organisée à Emmanuel Macron. Réponse, 70% des Français, la France insoumise. Bon. Donc, la place de la France insoumise est d'abord liée à l'écroulement politique, tout ça. Et la deuxième raison, c'est, je vais aller comme Pierre Ferracci, mais encore plus loin que lui et qu'il ne pourrait aller d'ailleurs, c'est que le système syndical ne va pas bien. Parce que prenez les enquêtes Cevipof sur 10 ans, qu'avec Sylvie Brunet, nous scrutions naguère attentivement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la crédibilité et la légitimité du syndicalisme, tel qu'il existe concrètement en France, ne cesse de baisser. Dans la dernière enquête du Cevipof, les syndicats n'ont exactement la même crédibilité et légitimité que les banquiers. Alors, en un sens, c'est humoristique, mais comment on sait que la crédibilité des banquiers n'est pas au zénith? Ça vous montre le niveau du syndicat. Alors, j'ai l'air de plaisanter, mais je suis très sérieux. Et en réalité, on est dans une situation où le syndicalisme est presque prêt à être mis dans le même sac que les partis politiques. Or, on a vu ce qui vient d'arriver aux partis politiques, que je disais il y a un instant. Donc, ça peut arriver aux syndicats. Et donc, votre question, Jean-Luc Mélenchon,
il y a Jean-Luc Mélenchon, chef de parti, et son, comment dit-on, hologramme, quasi responsable syndical d'un syndicat qui n'existe pas. Donc, il occupe les deux terrains. Bon. D'ailleurs, sa légitimité venant encore une fois de la faiblesse de ce qui est politique et de la faiblesse moindre, mais réelle, du monde syndical. Et moi, je vais vous dire, puisque nous sommes entre nous cet après-midi, moi, ma grande crainte, c'est le désert. C'est-à-dire que nous ayons un président de la République remarquable, parce qu'il est remarquable, entouré d'un parti puissant, dans une scène politique dévastée et avec une scène sociale inexistante. Pourquoi ça m'inquiète? Non pas que ce soit un dictateur, c'est bien sûr pas un dictateur, c'est pas le sujet. C'est que quand même, les Français, la France, elle a toujours des phases de mécontentement. Et d'ailleurs, quand vous regardez les résultats du premier tour de la présidentielle, près de 40% des Français ont voté pour les extrêmes, quand même. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Donc, il y a des choses qui peuvent se réveiller. Et si ces choses-là se réveillent, sans qu'il y ait d'espérance d'alternance politique, et sans qu'il y ait des structures de dialogue social, alors il y a un problème. Et j'ajoute un point, puisque c'est quand même le sujet qu'a traité Claire Scoton sur les ordonnances. Les ordonnances réussiront, pas seulement par elles-mêmes, mais si les entreprises s'en emparent. Et donc si les partenaires sociaux s'en emparent. Et pour qu'ils s'en emparent, il faut qu'ils soient convaincus et qu'ils soient forts. Et je vais terminer en vous disant, j'ai rencontré la semaine dernière un président allemand d'un groupe mondial, allemand aussi en grande partie, mais qui connaît très bien la France. Et il m'a dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu les réformes, Hartz, que l'Allemagne en est là où elle en est. L'Allemagne en est là où elle en est, d'abord parce qu'elle a eu une politique salariale très modérée à la fin des années 2000, ce qui n'était pas le cas de la France, qui était une évolution déconnectée de la productivité. Et il dit, deuxièmement, le grand sujet, c'est la culture. C'est pas le droit. Et il disait, je ne peux pas faire de peine à mon ami Pierre Ferracci, mais il disait, les modèles juridiques, ça s'importe. La culture, c'est plus difficile à importer. Et c'est la raison pour laquelle je crois, en répondant à une question que vous ne m'avez pas encore posée, que les ordonnances vont dans un très bon sens. Vont-elles avoir des résultats à court terme? Je n'en sais rien. Vont-elles avoir des résultats à moyen terme? La réponse dépend de la culture, dépend de la volonté et de la capacité des acteurs de s'en emparer. Voilà. Pour le 80e anniversaire de la NDRH aussi. Donc Clément Soubise dit du bien des ordonnances, mais tout en disant que le résultat, pour l'instant, est imprévisible. Pour cette histoire de France insoumise, vous m'avez dit, oui. Martinez a le mérite de résister à Mélenchon. Oui, mais ça je le crois. La CGT est très décriée, mais elle a au moins, moi je crois à l'indépendance syndicale et surtout par les temps qui courent et vu ce qu'on pense des partis politiques. Le sondage qu'évoquait Raymond Soubise, 70% des gens qui pensent que la France insoumise est aujourd'hui la principale force d'opposition à Macron, je suis persuadé que si Marine Le Pen n'avait pas loupé son débat du deuxième tour, on dirait que c'est le Front National qui est la principale force d'opposition. Je rappelle que le Front National a fait un petit peu plus que la France insoumise et que d'autres acteurs à ces élections. Donc tout ça est très mouvant. Moi, je pense que ça serait une très mauvaise chose qu'il y ait un mélange des genres entre le politique et le syndical. Et c'est pas parce qu'il y a eu en Grèce ou même en Espagne quelques mouvements qui pouvaient donner le sentiment, c'était pas tout à fait la lecture que j'en faisais, qu'on mélangeait allègrement dans un mouvement social d'ampleur les forces politiques et les forces syndicales, que c'est la bonne solution. Donc moi je me félicite que la CGT, qui reste la deuxième centrale syndicale dans le domaine du privé, n'ait pas cédé au charme de Jean-Luc Mélenchon, qui est un excellent, qui occupe bien les tribunes et qui sait où il va. Après, je partage assez le point de vue de Raymond Soubise. Le syndicalisme des salariés est dans un état difficile. Il faut qu'il se reconstruise. Moi, je crois qu'il va être nécessaire aujourd'hui qu'il se concentre, même si c'est un sujet qui n'est pas facile. Non pas pour viser une confédération comme dans les pays qu'on évoque,
Je suis assez d'accord que l'enjeu de la culture est plus important que les systèmes juridiques, mon cher Raymond. Non pas en visant tout ça, mais au moins en se rapprochant, je dis bien en se rapprochant, de ce qui existe dans d'autres pays, 2, 3, comme en Italie et comme en Espagne, c'est déjà autre chose. Et 2, 3 qui s'entendent assez bien. En Espagne aujourd'hui, vous ne distinguez plus trop les commissions ouvrières et l'UGT, alors qu'il y avait des filiations politiques qui étaient aussi marquées que chez nous à une certaine époque. Donc je crois qu'il faut que les syndicats se ressaisissent. Bon, je ne vais pas faire le même détour que Raymond Soubi a fait par le syndicalisme de salariés du côté du syndicalisme patronal. Il ne se porte pas non plus très très bien. Heureusement qu'il y a des structures comme celle-là, d'ailleurs, qui permettent d'animer le débat dans les entreprises. Mais quand j'entends, d'ailleurs, on verra la bataille pour la succession de Pierre Gattaz, mais il y a aussi des orientations radicalement différentes qui s'opposent aujourd'hui au sein du patronat. Il y en a qui ne sont pas loin d'aller regarder les tribunes qui sont parues ces derniers temps dans le Monde notamment, ou dans les Échos. Il y en a qui ne sont pas loin d'aller vers ce modèle allemand ou scandinave. Il y en a d'autres qui rêvent de quelque chose d'encore plus déréglementé et qui ressemble un peu plus à ce modèle anglo-saxon que j'évoquais tout à l'heure. Donc il faut que, sur le plan culturel, on avance, et c'est là que je dis, peut-être que le président de la République a des choix à faire en la matière. Je crois qu'il commence à les faire en donnant des indications. Mais on ne pourra pas en permanence, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer sur le terrain de l'entreprise. Ben, sur le terrain de l'entreprise, il va falloir savoir demain si on s'inspire de ce modèle de l'Europe du Nord, je dis de ce modèle et d'une inspiration, hein, pas d'un copier-coller bien évidemment, ou si on s'inspire de quelque chose qui est plus déréglementé, où la démocratie sociale a moins de place qu'ailleurs. Bon, moi mon choix est assez évident, il est fait plutôt sur la première hypothèse, mais la partie n'est pas jouée. Et c'est pour ça que je dis les ordonnances, c'est un risque sur l'évolution non seulement de notre modèle social, mais aussi tout simplement d'un choix de société qui serait peut-être plus éclairant par la suite. Mais c'est un risque dans la mesure où on ne sait pas comment les partenaires vont jouer avec ça. Moi, j'espère qu'ils vont bien jouer, et notamment du côté des employeurs, qui aura ce souci de développer cette négociation collective dans l'entreprise et de faire en sorte qu'on corrige un petit peu le tir quand on voit qu'en face, il y a des positions de faiblesse. La directrice de cabinet évoquait tout à l'heure le conseil d'entreprise. Je pense que le conseil d'entreprise, dans un premier temps, ne va pas marcher. Pourquoi ? Pas parce qu'il prévoit de la codécision, de la codétermination sur la formation, je crois, et l'égalité professionnelle. Parce que dans un premier temps, il va apparaître comme un concurrent des syndicats, puisqu'il aura un pouvoir de négociation. Donc en discutant avec un certain nombre de dirigeants des grandes confédérations ces derniers temps, je me suis aperçu que ce n'était pas aussi attractif que ça. Que même les confédérations qui étaient plutôt enclines à aller vers la codétermination, la codécision, se méfiaient un petit peu de cette machine, de ce conseil d'entreprise. Donc la partie va être extrêmement compliquée et elle ne peut être gagnée. C'est pour ça que ce genre de débat ici avec les acteurs qui sont dans la salle, je pense que ça a du sens. Elle ne peut être gagnée qu'avec les deux parties. Et qu'avec les deux parties qui, quelque part, font l'effort culturel qu'évoquait Raymond Soubi, avant même de parler de procédure, de façon de travailler, de signature d'accords, de compromis. Il faut qu'on fasse tomber la culture de défiance qu'il y a chez nous, qu'il y a dans ce pays. Je veux dire, respecter les acteurs, c'est pas forcément partager leur point de vue, c'est même étaler les divergences sur la place publique sans ambiguïté, parce qu'on sait qu'on peut faire confiance à celui qui est en face. C'est ça qui nous manque aujourd'hui dans ce pays. C'est se respecter en disant on ne pense pas la même chose, mais on va essayer de trouver le compromis. Moi, de temps en temps, je suis optimiste, parce que même les confédérations les plus contestataires disent de temps en temps que le compromis n'est pas un gros mot, ou qu'on est un syndicat réformiste. Alors, ce n'est pas le même réformisme que celui d'à côté, celui de la confédération voisine, mais je crois que les syndicats ont compris aujourd'hui qu'il fallait jouer dans la cour de la négociation. Alors certains se protègent parfois de la négociation d'entreprise en disant qu'il faut plus qu'on négocie au niveau des branches, mais regardez ce qui s'est passé du côté des routiers. Le patronat et les syndicats se sont mis d'accord pour négocier un accord de branche. Pourquoi ils se sont mis d'accord aussi vite ? D'ailleurs, ça a un peu intrigué le gouvernement, on l'a bien vu, qui semblait penser que ça pouvait être contradictoire avec la logique des ordonnances. De mon point de vue, ça n'allait pas du tout. Pourquoi ils se sont mis d'accord aussi vite ? Parce qu'ils se sont rendus compte que développer la négociation d'entreprise dans un secteur qui est déjà dévasté par la concurrence internationale, le problème des détachés se pose en particulier dans ce secteur-là, c'était donner prise à des pratiques de dumping social qui étaient insupportables pour les salariés, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes. Moi, ça me donne un peu d'espoir. Je veux dire, c'est un secteur où les relations sociales ne sont pas toujours faciles. On l'a vu dans la dernière période, où il y a eu des conflits un peu durs. Mais là, les deux parties se sont mis d'accord pour dire « halte au feu ».
on cadre un certain nombre de choses au niveau de la branche, et puis après on va laisser les entreprises amender le dispositif qu'on a mis en place ensemble au niveau de cette branche. Raymond Soubier, est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce qu'il vous manque des choses dans ces réformes déjà annoncées qui semblent très ambitieuses et très larges? Est-ce que vous partagez le point de vue de Pierre Ferracci? Est-ce qu'il y a des points qui vous semblent encore un peu... Oui, globalement, je partage ce qu'il dit. Je crois qu'en effet, beaucoup va se jouer dans les entreprises, je pense. Il va falloir aussi regarder les branches, parce que quand même, le nombre de branches est une condition fondamentale au bon fonctionnement des sujets très importants qui ont été mis au niveau de la branche. Donc c'est un sujet pratique et qui est devant nous, qui est un sujet qui n'est pas derrière nous, mais qui est devant nous. Donc je partage en effet globalement ça. Je crois aussi que l'un des objectifs de toute réforme, et sans doute l'un des objectifs d'Emmanuel Macron, était un objectif psychologique. Je veux dire par là que les bonnes réformes ne sont pas seulement des bonnes réformes par la mécanique qu'elles prévoient, mais par la confiance qu'elles inspirent à des acteurs, ou à des gens qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont très importants. Par exemple, nous voyons très bien aujourd'hui que dans les pays qui ne sont pas la France, donc dits étrangers, de l'Union européenne ou d'ailleurs, ce courant de réforme est formidablement bien vu. Moi, l'autre jour, j'ai reçu un appel, puis ils sont venus me voir, d'une équipe de Die Zeit. Bon, ils m'ont dit c'est formidable, hein, ces réformes. J'ai dit absolument. Parce que moi, je suis patriote. D'abord, je le crois en grande partie, et puis je suis patriote. Bon. Et ils m'ont dit, est-ce que vous ne voulez pas donner un interview sur la beauté de ces réformes? Je dis, je suis votre homme. Donc, je l'ai donné. 3 jours après, Reuters débarque, fait un film sur les réformes en France, à destination des télévisions, naturellement, non françaises. Ayant pris goût à l'exercice, j'ai récidivé. D'ailleurs, au fur et à mesure de mes exercices, les ordonnances étaient encore meilleures. Et puis, il y a Bloomberg qui est venu me voir pas plus tard que lundi. Hein, lundi, c'était quand? C'était là, hein, c'était avant hier. Ils font exactement le même exercice, et j'ai été encore plus enthousiaste. Bon, donc, et ils étaient d'eux-mêmes très enthousiastes avant m'entendre enthousiaste. Bon, tout ça, donc c'est un effet positif. Je redeviens sérieux. C'est un effet positif. Et alors, sur les entreprises, quand vous regardez les enquêtes, prenons les PME. Cascodon, tout à l'heure, nous a beaucoup parlé des mesures sur les PME. Quand vous voyez les enquêtes sur les PME, elles sont très contentes. Bon, d'abord parce que les syndicats, on les a mis à la porte. Enfin, pardon, on n'a plus besoin d'eux au-dessous de 50 salariés lorsqu'on a des délégués élus. On peut voter dans les entreprises de moins de 10 et dans certaines conditions de moins de 100 bulletins secrets, ce qui est quand même le rêve de tout dirigeant. Bon, et par conséquent, globalement, de tout dictateur, globalement, un gouvernement qui a fait ça ne peut pas être mauvais. Bon, c'est un débat, hein, indépendant. Et par conséquent, je suis très sérieux. Les PME sont contents. Alors, les grandes entreprises, vous êtes dans des entreprises plus importantes que les PME, pour l'immense majorité d'entre vous, enfin pour beaucoup d'entre vous. Pour les autres entreprises, alors c'est très frappant. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on rencontre des dirigeants d'entreprise, ils disent qu'elles sont formidables, ces réformes. Non. Je leur réponds oui. Bon, Raymond Soubier est en train de tuer Emmanuel Macron aux yeux des syndicats. C'est déjà un peu fait pour certains. Devant la presse. Quand on voit, c'est vous, je n'oserais pas le dire, des DRH, enfin en particulier, moi je vois beaucoup de DRH de groupes, de grands groupes, ils se disent oh là là, comment appliquer tout ça de manière opérationnelle et efficace. Bon. Donc je pense que l'effet de souffle, parce que c'est de ça dont il s'agit, psychologique, de enfin la France réforme, prend la voie des grandes voies, et par elle-même un effet bénéfique, quel que soit l'effet mécanique des mesures. Bon, moi j'étais au Forum de Saint-Pétersbourg au mois de juin, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Je confirme qu'à l'étranger, il y a un souffle de renaissance, de renouveau. Le problème, c'est qu'on ne fait pas les réformes avec les investisseurs étrangers qui sont à Saint-Pétersbourg et les commentateurs anglais ou polonais, encore que les polonais, sur le personnel détaché. J'ai entendu le chef du gouvernement, il était moins enthousiaste que d'autres sur les réformes en France. Mais le problème, c'est qu'on fait des réformes chez nous. Et donc le véritable problème d'Emmanuel Macron, je pense que pour l'instant, il conduit assez bien sa barque,
Je suis assez d'accord avec Raymond Soubi qu'un des défis qu'il aura à relever, c'est que quand l'opposition est désorganisée, et elle peut l'être sur le plan social, elle peut l'être sur le plan politique, on peut faire des erreurs. Moi, je crois assez à une logique de contrepoids, de contre-pouvoir dans la démocratie. C'est ce qui fait que le pouvoir absolu n'est pas possible et qu'on fait un petit peu attention. Bon, je pense qu'il a ça en tête et qu'il n'abusera pas d'une opposition qui est parfois un petit peu légère ou un petit peu caricaturale. Mais la vraie question qui lui est posée aujourd'hui, c'est de savoir comment conduire les réformes jusqu'au bout. Je ne pense pas qu'il aura de problème majeur sur la formation et sur l'assurance chômage. Je pense que le vrai rendez-vous difficile, ça sera les retraites. Le vrai rendez-vous difficile, ça sera les retraites, parce que c'est un débat qui passionne les jeunes et les moins jeunes. Même quand on est tout jeune, on pense quand même, quoi qu'on en dise, à ce qui va se passer quand on aura quitté le monde du travail. Ça concerne le public et le privé. Les ordonnances, bon, on l'a vu d'ailleurs avec la FSU, qui a fait la première manifestation, qui n'a pas fait les deux suivantes. Les ordonnances concernent pour l'essentiel le privé, même si on sait qu'il y aura des retombées d'une certaine nature dans la fonction publique. Donc le chemin, il ne va pas être forcément aussi facile que ça au printemps prochain. Donc il y a un problème de méthode. C'est pour ça que quand on opposait la première et la deuxième mi-temps tout à l'heure, moi je ne vois pas trop cette opposition. Il a la chance d'avoir, avant les retraites, deux réformes qui vont en plus impliquer autrement les partenaires sociaux, parce qu'encore une fois, ils sont dans le paritarisme. Et ils savent très bien que ce paritarisme-là est contesté. Peut-être dans la formation d'ailleurs plus que dans l'assurance chômage, mais qu'il est contesté. Donc ils ont aussi un travail à faire pour être plus efficaces et être au rendez-vous de la feuille de route que va proposer le gouvernement. Mais je ne dis pas que ça sera facile, hein. Il y aura des moments de tension. Enfin, quand j'entends un dirigeant syndical dire en sortant de son entretien avec le Premier ministre qu'on ne touchera pas à la durée d'indemnisation ou au niveau d'indemnisation, j'espère que ce qu'il dit correspond à la réalité. Je me dis que ce n'est pas la réforme la plus difficile qui soit. Le vrai problème qui nous est posé aujourd'hui pour que tout ça marche, c'est pas tant, et là aussi c'est pas tant un problème de procédure, c'est pas la durée de l'indemnité. On parlait du modèle scandinave. À une époque, ils avaient 4 ans d'indemnisation au Danemark. Ils sont revenus à 2 ans à la suite de la crise de 2008-2009. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils aient 4 ans ou 2 ans. C'est que les gens, les demandeurs d'emploi là-bas, se reclassent plus vite que chez nous. Pourquoi ils se reclassent plus vite que chez nous? Parce qu'on anticipe les crises un peu plus que chez nous, parce qu'on forme peut-être plus efficacement que chez nous, parce qu'on accompagne peut-être plus efficacement que chez nous. Donc le problème, ce n'est pas les procédures, les durées un petit peu formelles, c'est aussi un problème de culture. Peut-être qu'il y a, vis-à-vis du travail, un regard un petit peu différent qui est porté par les uns et les autres. Peut-être qu'il y a aussi une logique de sanction qui est plus avancée que chez nous. Donc, je ne crois pas que ces négociations seront difficiles. La retraite, ça sera un sujet un peu délicat, ne serait-ce que parce que le Conseil d'orientation des retraites a publié, ce qui est d'ailleurs entre nous un petit peu étonnant, hein, à 1 an d'intervalle, 2 rapports qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Le premier était presque euphorique. Le second est assez alarmiste. Je pense malheureusement que le second correspond plus à la réalité que le premier. Voilà. Donc il faudra revenir sur ce sujet des retraites et la réforme de la retraite et la méthode de la réforme de la retraite. Merci monsieur, on aimerait prolonger ce débat, mais je voulais donc faire monter sur scène notre invitée surprise en vous disant effectivement qu'elle vient à double titre. D'abord parce que c'est une RH, et je peux dire une RH de cœur. Hein. Elle ne manque jamais l'occasion de dire que c'est un métier qui la passionne et que ce sera son projet dans le futur de sa carrière professionnelle, que c'est en plus une membre de la NDRH depuis 2014. Mais qu'aujourd'hui, elle vient d'abord, évidemment, en tant que députée de l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires sociales, également de la Commission des affaires européennes, et on verra que c'est un sujet, puisque le sujet des travailleurs détachés dont on parlait tout à l'heure est aussi au cœur de nos préoccupations. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Madame Carole Grandjean. Donc Carole, bonjour, à nouveau bienvenue parmi nous. L'objectif, c'est d'avoir finalement le dernier mot. Qu'est-ce que vous avez entendu, retenu, qu'est-ce qui vous a surpris dans le débat que nous avons et quels sont les mots que vous voudriez ajouter pour le conclure? Alors déjà, je crois qu'en tant que DRH, plus rien ne nous surprend. Et en tant que parlementaire, je crois que c'est une compétence qui
grandit de jour en jour, plus rien ne nous surprend. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est effectivement une parole gouvernementale via Claire qui a expliqué quel a été le projet du gouvernement. Et c'est un projet ambitieux. C'est un projet que nous voulons concret, au contact de la réalité des entreprises, je dirais même des DRH, parce que c'est vraiment une clé de voûte pour nous, parce que vous êtes à l'interface des réalités de l'entreprise, de leur gouvernance et des salariés. Et c'est une vraie clé pour nous demain d'introduction, et vous l'avez dit, de la mise en marché des réformes que nous avons souhaité porter. C'était un projet ambitieux sur ce premier palier, et vous l'avez souligné, il y en aura 2 autres, des projets qui sont, je le crois, vraiment d'ambition et tout à fait préparés. Bien sûr, nous avons souhaité une méthode qui soit basée sur la concertation, sur le dialogue, sur la co-construction. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de donner ni l'impression, parce qu'elle ne serait pas complètement vraie, que tout est déjà pensé. Néanmoins, nous souhaitons vraiment cette concertation, nous souhaitons vraiment pouvoir entendre les avis. On est dans un terrain qui va être mouvant, pour ne pas dire enlisant parfois, parce que quand on parle de formation, on parle d'organismes de formation par dizaines de milliers, et donc c'est évidemment tout à fait complexe. Donc on va essayer d'être à la fois ambitieux, réaliste, mais tout à fait déterminé dans ce qu'on souhaite porter sur ce second palier. On est, je crois qu'on peut le dire, et c'est pas un manque d'humilité, assez heureux de cette première étape qui est quasiment passée. On a encore, il faut que le texte repasse là du coup au Parlement, mais voilà, on est quasiment, on n'a pas quasiment passé cette première plaque. Il nous faut désormais arriver sur cette seconde et ensuite sur cette troisième. Vous l'avez dit, et je vous rejoins, je crois que plus on va avancer dans le quinquennat, plus on va avoir aussi besoin de reconvaincre sur le projet qui va être le nôtre, de rappeler les effets positifs qui vont être apportés par ces grandes réformes. Et donc, évidemment, je partage sur le fait que ça va être de plus en plus compliqué, avec une opposition qui on le voit là, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder mon attaché parlementaire, on est sur là le plan de financement de la sécurité sociale, avec cette partie du RSI sur lequel je suis porte-parole, donc il faut que je parte bientôt parce que l'article 11 va passer, mais on est vraiment sur un dialogue qui est très monopolisé, et vous l'avez dit, par France Insoumise, et donc pas très opérationnel dans l'Assemblée. Enfin, nous, ça nous choque, parce qu'on est beaucoup à être ici du monde professionnel, et donc ça nous choque assez de sentir un vrai décalage entre la réalité de ce que nous avons tous vécu dans nos carrières professionnelles et ce que peut nous décrire France Insoumise, qui est en fait sur le socle des valeurs. Donc voilà, quand vous avez des arguments politiques, vous avez le socle des valeurs, vous avez les arguments techniques, politiques, puis vous avez le concret. Et c'est vrai qu'eux se placent vraiment sur un socle de valeurs, et un socle de valeurs qui, pour nous, est assez éloigné de ce que nous avons pu vivre, en tout cas ou l'impression d'avoir vécu dans nos carrières professionnelles. Donc je vous rejoins sur le fait qu'il y a 3 blocs, que ça va être de plus en plus ambitieux. Néanmoins, je vous rassure, on a quand même un vrai projet en 3 blocs qui est assez dessiné, mais nous souhaitons quand même être dans cette véritable démarche de participation, de dialogue, et que les DRH ne pourront pas, je ne crois pas, écraser dans la valeur que ça porte. Pour nous, c'est vraiment une méthode en laquelle on croit, parce que c'est aussi la méthode qui, demain, permettra son introduction, et vous l'avez dit également, je vous remercie, mais c'est vraiment un enjeu, c'est que vous, DRH, organisations syndicales, patrons, que l'ensemble de ces acteurs-là soient partie prenante pour jouer, pour prendre sa place dans la mise en œuvre dans les entreprises de demain. Ce sont des réformes qui sont assez complexes. Alors, tout à l'heure, Claire l'a un peu décliné, mais avec énormément de sous-parties. Ça va nécessiter pour vous, je me mets à votre place il y a encore quelques mois, c'est le temps qu'on épluche tous les textes, c'est le temps qu'on se dise voilà, comment stratégiquement on entre sur ces sujets, par quel bout. Et donc c'est sûr que ça va être un énorme travail pour l'ensemble de ces acteurs-là, on en est bien conscient.
C'est aussi pour ça que toute l'équipe gouvernementale, mais aussi une partie des équipes parlementaires s'engagent pour être le plus au contact possible de ces différents acteurs. Et on intervient vraiment assez facilement dès qu'on nous invite, parce qu'on est convaincu de la nécessité aujourd'hui que ça vienne prendre sa place dans les entreprises. Voilà, je peux répondre à d'autres questions, mais moi, en tout cas, j'ai un petit clin d'œil à apporter à Pierre Ferracci et Raymond Soubi. J'ai lu vos remarques, vos tweets. Voilà, j'avais pris une citation de Pierre Ferracci. Ses orientations sur le dialogue social donner des flexibilités pour le marché du travail insuffisantes pour relancer l'embauche. Nous ne pouvons que partager ça. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est un premier pilier, et donc ces deux autres piliers viendront compléter. Raymond Soubi avait fait un tweet, on est déjà très 7.0. Loi travail, la réforme sur les ordonnances ne va pas bouleverser le marché du travail, ne va pas créer un effet mirifique. Évidemment, heureusement, en soi, nous avons besoin de compléter ces dispositions pour aller bien au-delà. Et une fois que la législation est mise en place, vous savez mieux que moi, c'est qu'il faut qu'elle soit évidemment traduite dans les faits. Voilà, donc on est sur une première plaque pour aller vers un objectif qui est éminemment important pour nous, c'est d'aller recréer de la confiance, recréer une dynamique d'emploi. On est vraiment sur cette orientation-là. C'est notre objectif. Évidemment, je pense qu'on le partage. Donc ces réformes profondes avec un investissement massif sur la formation, c'est tout à fait inédit. 15 milliards d'euros qui vont être investis sur la formation, avec une vraie priorité pour les demandeurs d'emploi, donc avec un vrai enjeu autour de ce sujet, avec du coup une approche complètement nouvelle du sujet de la recherche d'emploi et de la situation de demandeurs d'emploi, qu'il va falloir qu'on réenvisage complètement et qu'on acculture différemment chez les Français, avec effectivement de la flexibilité et de la sécurité. C'est vraiment pour nous extrêmement important. Est-ce que je peux me permettre de dire un petit mot sur le futur de la fonction RH, parce que notre réforme, elle se veut ambitieuse, elle se veut orientée vers des méthodes comme le télétravail, Claire l'a dit, mais j'ai envie de dire que c'est déjà has-been. Soyons déjà précurseurs d'autre chose. Si on se veut 7.0, je crois qu'il faut vraiment aller bien au-delà, avec vraiment des méthodes d'intelligence collective, de réalité virtuelle. On a des masters qui naissent. Je regarde Monsieur Lemoine, parce qu'on a sur Nancy, par exemple, un master qui va être sur l'intelligence collective. Vraiment, je crois qu'il faut qu'on arrive, nous aussi, à aller bien au-delà. Et c'est ça aussi, c'est cette vision d'avenir qui va nous permettre, à mon sens, de faire vivre aussi cette confiance, concertation qu'on veut dans les entreprises, mais qui sont aussi le reflet d'une dynamique d'entreprise, parce que vous êtes évidemment en responsabilité aussi de ce climat d'entreprise, de cette confiance, responsable de la qualité de vie au travail. Et je me permets d'insister là-dessus parce qu'on est vraiment beaucoup sur des éléments techniques. Je voyais récemment le film Corporate, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Mais vraiment, vous êtes aussi le garant de ça. C'est notre métier, il est formidable pour ça. Il nous permet d'être dans la stratégie d'entreprise. Enfin, je dis notre métier. Feu mon métier, c'est d'être dans la stratégie d'entreprise, c'est d'être dans la technicité d'un métier comme celui-ci, mais c'est d'être évidemment dans la conciliation de cette technicité avec l'homme avec un grand H. Merci beaucoup. Et donc, pour ceux qui sont déjà fans de Carole Grandjean, vous pourrez la retrouver demain, puisque, comme je vous le disais en introduction, elle travaille aussi beaucoup sur la notion de travail détaché, et que demain, dans le cadre du 28e congrès de l'European Association for People Management, évidemment, la question du travail détaché, qui est au cœur de l'actualité, puisque vous n'aurez pas manqué les derniers épisodes extrêmement récents qui se passent justement en Europe sur ce sujet. Et donc, il me reste à vous remercier très chaleureusement, tous les trois, d'avoir accepté de venir fêter avec nous les 7.0. Et on espère vous aurez invité très bientôt, en fait. Merci beaucoup.